bonjour à tous. Je vous propose que nous ouvrions ce nouveau webinaire social. Soyez les bienvenus dans la troisième session. Vous le savez maintenant, pour l'avoir éprouvé, que cette nouvelle formule vient donc remplacer la journée thématique annuelle que nous avions l'habitude d'organiser dans ce contexte un peu exceptionnel que nous connaissons. Et à ce titre, il s'agissait par ce mode-là, par le webinaire, de conserver un caractère interactif de nos échanges. Donc, je vous invite vivement à pouvoir utiliser cette opportunité-là pour nourrir de vrais échanges avec nos interlocuteurs du jour. Ce troisième webinaire social est consacré à la formation professionnelle et à l'apprentissage, des sujets bien évidemment essentiels pour nos établissements, par ailleurs sur un fond de plan de relance sur lequel nous reviendrons. Alors en effet, force est de constater que l'année 2020, marquée par la crise Covid, a fortement bouleversé nos organisations, l'ensemble de nos pratiques en RH, et puis a finalement nécessité une réactivité encore plus grande dans le domaine de la formation, faisant parfois d'ailleurs appel à des processus tout à fait innovants tels la digitalisation de celle-ci. Pourtant, la crise elle a surtout mis en exergue toutes les limites de notre système de formation et d'apprentissage, en rendant et en mettant en lumière de manière encore plus criante les besoins, compétences des entreprises, dans un contexte où les professionnels de santé doivent être formés de manière rapide et bien sûr efficace. Alors, ceci étant, faut-il aussi relever de belles expériences, et notamment toute l'intelligence des organisations dites de terrain dans cette période. Maintenant, aux côtés du MEDEF, nous avons porté l'adaptation des dispositifs de formation aux spécificités de notre secteur de la santé et les financements qui y sont adossés, et cela au-delà même des annonces du Ségur et du plan de relance. Alors certes, dans ce cadre-là, du Ségur plan de relance, des engagements ont été pris. Je vous rappelle que la formation de 16 000 professionnels paramédicaux est prévue, 6 000 sur des formations supplémentaires d'infirmiers dès 2021, 10 000 pour les aides-soignantes sur la même période 2021. Alors c'est un début qu'il nous faut saluer, qui nous permet de commencer à décliner un plan pour l'emploi. Mais nous souhaitons avoir une vision beaucoup plus large. On souhaite, et on l'a appelé d'ailleurs très clairement dans le cadre du Ségur, nous appelons un vrai Big Bang de la formation par un plan pour l'emploi qui soit d'envergure, rappelant que quand même 10% de nos postes étaient à ce jour vacants. Dans ce cadre, nous exerçons simplement un lobby constant pour la mise en place de mesures concrètes pour former des soignants en nombre suffisant, pour les besoins de recrutement, pour résorber cette pénurie croissante de professionnels paramédicaux, alors que les tensions RH sont importantes dans le contexte de rebond épidémique que nous connaissons depuis l'été, on va dire. Et donc, pour ce faire, et pour ce qui concerne notre session du jour, et afin de nous éclairer sur les opportunités donc, du plan de relance, les leviers pour contribuer à résorber cette pénurie, mais également pour optimiser la formation des salariés, nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Pierre Willems, qui est consultant en ressources humaines et spécialiste des questions de formation et d'apprentissage. Il connaît parfaitement le secteur et a pu intervenir dans certains de vos établissements, de sorte que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc sur la base des recommandations de M. Willems, l'objectif du webinaire est de vous proposer une vision opérationnelle des nouvelles façons de former, de vous présenter les orientations ministérielles en cours d'arbitrage, notamment celles qui sont susceptibles de vous permettre d'optimiser le financement de votre plan de développement des compétences. Avant de te laisser la main, Fabienne, et de pouvoir nous animer ce troisième webinaire, je tiens tout particulièrement M. Williams de sa présence. Présence certes virtuelle, mais pour autant très appréciable. Merci de nous donner ce temps-là et de nous aider donc à décrypter l'actualité de la formation, de l'apprentissage et notamment en perspective d'en faire de vrais leviers de gestion provisionnelle de l'emploi et des compétences.
ce qui me concerne, mais il me reste juste à vous souhaiter un très beau webinaire et puis merci à tous. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction sur les enjeux de la formation dans notre secteur, puisqu'on est vraiment sur un sujet crucial pour ce troisième webinaire qui est vraiment aux confins de nos besoins, surtout en cette période de crise sanitaire où les enjeux et les besoins de formation sont accrus. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Pierre, je vais juste vous rappeler quelques éléments techniques qui vous permettront de participer à nos échanges, puisque l'objectif n'est pas être uniquement dans un de Jean-Pierre et de moi-même, mais que vous puissiez également y participer. Donc, je vois qu'il y a déjà 45 participants, donc vraiment, on est ravis de vous accueillir. Il y a un onglet questions-réponses que vous voyez donc en bas de votre écran, sur le bandeau qui se trouve en bas, donc sur lequel vous pouvez effectivement poser vos questions. Alors, nous essaierons en fonction, je dirais, des sujets et en fonction du volume des questions, soit de les aborder au fil des questions que nous-mêmes nous avons préparées pour nous éclairer sur la formation professionnelle d'apprentissage, soit nous les aborderons dans un deuxième temps. En tous les cas, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. On a 1h30 devant nous sur cet onglet questions-réponses. Par ailleurs, si vous avez des petites interrogations un petit peu plus techniques que l'on peut traiter donc, en parallèle du webinaire, donc vous avez l'onglet converser, le chat sur lequel aussi vous pouvez également agir. Voilà. Alors, je suis ravie, moi, aujourd'hui, d'accueillir Jean-Pierre Willems, que je connais depuis un moment. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir, même si c'est virtuellement, comme le dit Bertrand. On est en plus dans une période très particulière, parce que certes, on est dans une période de rebond épidémique, qui évidemment entraîne des besoins en formation, en particulier en réanimation et autres besoins en formation des professionnels pour upgrader leurs compétences, mais également on est dans cette phase un peu particulière dont vous allez nous parler en termes d'opportunités de mise en place du plan de relance qui effectivement concerne les questions de formation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Pierre Willems, donc Jean-Pierre est consultant en ressources humaines et en particulier spécialisé dans les domaines de la formation et de l'apprentissage et connaît effectivement parfaitement le secteur de la santé. Jean-Pierre, vous avez participé d'ores et déjà à certaines de nos instances sociales, par exemple pour nous apporter vos conseils dans le cadre des négociations de branches qui s'engagent là cet automne, et puis également les conseils très opérationnels avec toute cette connaissance que vous avez du sujet pour que les entreprises puissent mener leur politique de formation. Évidemment, ce webinaire et cet échange avec vous va être, je dirais, teinté cette année de cette crise Covid qui bouleverse quand même les pratiques RH et les pratiques en termes de formation dans ce contexte de plus en plus tendu en termes de ressources humaines. On est vraiment, c'est un sujet de tous les jours là en ce moment, et donc forcément la formation elle permet notamment de pallier ces difficultés-là. Peut-être, Jean-Pierre, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement avant qu'on rentre dans les questions ? Oui, vous m'avez gentiment présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas en rajouter. Je suis effectivement consultant depuis une trentaine d'années. J'ai créé un cabinet à Toulouse qui est maintenant installé à Paris, qui fait du conseil en ressources humaines avec un peu de spécialité sur les sujets formation, effectivement. Oui. Voilà. Donc, comme vous le savez, Jean-Pierre, aujourd'hui, le secteur de la santé, mais même, je dirais, au sens très large, connaît une pénurie majeure de professionnels médicaux et paramédicaux, donc accrue, je le disais, en ces temps de crise Covid, puisque effectivement, il y a un absentéisme croissant, des professionnels qui sont touchés également. Certes, il y a un enjeu d'attractivité de nos métiers qui est en cause, et nous travaillons, que ce soit avec les adhérents, le Pro-Santé, le ministère, à l'amélioration de cette attractivité de métier. Et puis, il y a de nombreuses voix qui, aux côtés des nôtres, après cette crise qui a rendu les besoins en compétences encore plus criants pour les entreprises, des voix qui s'élèvent pour enfin adapter les dispositifs de formation et permettre de disposer enfin des budgets qui permettraient de mener à bien
nos besoins de formation, de financer nos besoins de formation. Donc, j'ai envie de vous poser cette première question, puisqu'on est vraiment sur les préoccupations d'actualité. Là, au vu de votre connaissance du secteur, quels sont pour vous en fait les principaux leviers qui permettraient de contribuer à résorber cette pénurie, évidemment en particulier avec ce contexte de crise? Ouais, alors, la difficulté pour le secteur, c'est que vos particularités, et je vais évidemment les aborder uniquement sous l'angle formation, c'est le fait que vos métiers soient réglementés, le fait que vous ayez des référentiels et d'activités pour les métiers réglementés et de formation qui soient très contraignants, qui soient d'ailleurs plutôt taillés pour la formation initiale que pour la formation continue, même si on fait avec les mêmes aujourd'hui. Ces contraintes-là n'ont pas du tout été prises en compte dans le cadre de la réforme qui est intervenue juste avant la crise sanitaire sur la formation et qui termine de produire ses effets. Et je dirais même pire, c'est que non seulement vos particularités n'ont pas été prises en compte, mais tous les dispositifs qui vous permettaient peu ou prou de répondre à vos besoins ont été supprimés. C'est-à-dire les périodes de professionnalisation, la mutualisation jusqu'à 300 salariés pour vos établissements de taille moyenne, le congé individuel qui pouvait même avoir son intérêt pour certains parcours, tous ces dispositifs-là, qui étaient plutôt connus et utilisés, ont été supprimés. Et quand on regarde ce qu'ont été les trois grandes, ou ce que sont les trois grandes priorités de la réforme à ce jour, c'est-à-dire l'apprentissage, la formation des demandeurs d'emploi et le CPF, on s'aperçoit que ce sont trois réponses ou trois priorités qui ne sont pas très bien adaptées à votre secteur. Donc, en clair, vous avez commencé, c'était avant la crise sanitaire, par finalement subir une réforme qui vous prive des quelques outils qui vous permettaient de fonctionner et oriente la quasi-intégralité des financements vers des dispositifs qui sont plus difficiles à pratiquer. Donc, ça veut dire que, et on y reviendra tout à l'heure avec le plan de relance, construire des dispositifs ou mettre en place ou permettre au secteur qui est le vôtre de pouvoir bénéficier des actions qui sont mises en place, ça suppose que le gouvernement accepte, mais peu ou prou, il est en train de le faire, de revenir sur certaines des orientations qu'il a prises dans la réforme. Ce n'était pas évident, parce que quand on porte une réforme, on veut toujours la déployer très rapidement et en lui gardant sa cohérence et sa force, et donc en tenant ferme sur les principes. Bon, il y a eu, alors ça pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas tout à fait, il y a eu un changement d'équipe complet au ministère du Travail. En fait, en gros, tous les gens qui ont construit et porté la réforme ont disparu et on a de nouvelles équipes, alors qui gardent les objectifs de la réforme, mais qui se sentent peut-être moins comptables et moins redevables de son orthodoxie. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, d'ailleurs, s'il y a eu de pleine croissance, ou quasiment, hein. C'était encourager le développement de l'apprentissage, rendre de l'autonomie ou distribuer de l'autonomie aux individus, etc. Ce sont des objectifs qui sont cohérents avec une économie qui fonctionne bien et qui se développe et qui est en croissance. Renvoyer les questions de compétences à l'investissement privé et individuel de chaque entreprise. Ça se conçoit aussi quand on est dans une logique de croissance et de développement, parce que chacun prend ses risques par rapport à son activité dans ce contexte-là. Bon, une fois qu'on greffe le contexte sanitaire sur qu'on doit le prendre en compte, on ne peut plus tout à fait faire comme si on était sur, eh bien, on vise les 2 à 3% de croissance chaque année et on est en train d'accompagner des dynamiques. Il faut aussi colmater des brèches, parer au plus pressé dans certains cas, etc. Bon, le plan de relance, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il fait un peu figure, et même assez largement, de plan de rattrapage de la réforme. C'est-à-dire que l'on voit bien comment, avec certaines mesures et certains dispositifs, le gouvernement essaie de revenir sur des arbitrages qu'il avait fait précédemment. Mais pour répondre, Fabienne, à votre question sur les leviers, où est-ce qu'il faut agir, je crois, et je partageais l'autre jour cet avis avec
Bertrand Martineau, l'ancien DGEFP, donc qui connaît un petit peu ces questions-là, et qui disait dans un colloque à Bercy, le point clé, celui qui pourrait déverrouiller tout le reste, tant qu'on n'a pas touché à ça, c'est compliqué, c'est quand même le travail sur les référentiels, c'est clair. C'est sur vos certifications, je crois qu'il faut aujourd'hui arriver à avancer et de manière rapide pour prendre en compte tout ce qui est intervenu, même sur des référentiels, même sur ceux qui ne seraient pas très anciens, mais on connaît une accélération très très rapide des modes de… Ça, c'est un des objectifs de la réforme, et le Covid l'a accéléré. Une évolution très rapide des modes d'acquisition et de production des compétences. Bon, on ne peut pas rester sur des référentiels qui gardent comme schéma pédagogique des schémas tirés de la formation initiale, j'allais dire la plus traditionnelle. Donc, si on fait ça, on se condamne d'une certaine manière. Donc, il faut déverrouiller. Alors, déverrouiller les référentiels. On comprend toujours, hein, et d'ailleurs, dans le contexte actuel, avec les engagements de responsabilité, etc., on voit bien des gens au ministère de la Santé qui pourraient surjouer le côté sécurité, formation de qualité, des professionnels compétents pour assumer les risques, etc. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que les pratiques d'acquisition de compétences donc évoluent, les attentes aussi des personnes évoluent. On a des tas de compétences que l'on pourrait valoriser, etc. Alors après, bon, si je décline, une fois qu'on a travaillé sur le référentiel, si je décline tous les leviers, vous les connaissez bien, et puis les participants ne vont pas être surpris. Mais ça veut dire qu'il faudrait quand même avoir des capacités de valorisation des acquis, c'est-à-dire cesser un peu d'hypocrisie autour de la non-réalisation d'activités, alors que des gens participent à des activités qu'on pourrait sans doute valoriser et valider même certaines choses, que l'on puisse mettre des gens qui ne sont pas diplômés en situation sous responsabilité, bien évidemment, d'exercice de certaines activités et non pas considérer qu'ils n'ont pas à réaliser aucun acte. C'est quand même avec ces principes-là que la Grande-Bretagne, par exemple, a plombé complètement son apprentissage en disant il est hors de question que les gens, de manière un peu corporatiste, que les gens qui n'ont pas le diplôme euh, euh, fassent le moindre acte qui correspond au diplôme. Non, sous encadrement, sous condition, sous responsabilité tierce d'un professionnel qualifié, on doit pouvoir, je veux dire, on arrive à le faire pour une activité qui comporte sa part de danger, c'est-à-dire on arrive à autoriser des jeunes à conduire sans permis, en conduite accompagnée. Bon, on doit pouvoir, sur certains actes, je ne dis pas tous, mais quand même, avoir un système équivalent qui permettrait, par du tutorat de qualité, par de l'accompagnement, par une responsabilité de professionnel, de diversifier les modalités, de gagner du temps et de ne pas systématiquement repasser par des parcours de formation de longue durée, etc., qui sont inaccessibles, mais pas simplement en financement, qui sont inaccessibles en temps, qui sont inaccessibles parfois en organisation, qui posent des tas de problèmes, etc. Donc, il faut favoriser ou développer l'accès à la compétence, et je pense que là-dessus, tout en prenant les garanties propres à votre secteur pour garantir évidemment la sécurité et des professionnels soignants et des tiers, on peut avoir des dispositifs quand même qui gagnent en efficacité, en souplesse, avec toutes les garanties nécessaires. Bon, c'est ce créneau-là qui, pour vous, constitue évidemment les leviers. Alors peut-être qu'il y a une opportunité, que cette crise, elle peut donner une opportunité pour faire valoir ces points de vue qui ne sont pas nouveaux, mais j'allais dire qu'on a parfois du mal à porter en régime de croisière, quoi, quand il ne se passe rien et que les gens restent confortés dans des habitudes un peu anciennes. Voilà, peut-être que ça peut favoriser une transition ou une prise en compte d'arguments ou d'éléments qui étaient mal pris en compte jusque-là. Non, mais vous avez complètement raison, puisqu'on est quand même à l'ère des blocs de compétences et nous, on reste ancrés sur des référentiels effectivement, qui sont un peu d'arrière-garde, qui sont figés et qui sont monoblocs, si je puis dire. Tandis que de plus en plus, on a besoin de ce que certains de nos adhérents appellent des blocs de compétences validants qui permettraient
que ce soit finalement, peu importe, en formation initiale, formation continue, mais d'avoir des professionnels qui seraient formés sur tout ou partie, par exemple, du diplôme, et puis qui pourraient commencer à exercer sur cette partie pour laquelle ils se sont formés des compétences et de pallier ainsi la pénurie sans pour autant détricoter les parcours professionnels. Au contraire, on serait sur une brique qui constituerait au total des parcours professionnels, y compris en facilitant les passerelles par le biais de référentiels un peu plus souples entre les métiers. Il était question d'ailleurs avant la crise Covid de pouvoir enfin supprimer pour les aides-soignants une année de formation infirmière. Ça fait partie des passerelles indispensables que le secteur, par exemple, attend depuis très longtemps. Et puisque vous disiez également sur effectivement la capacité de la VAE et la simplification, c'est essentiel et ça rejoint la problématique qu'on va aborder tout à l'heure des apprentis, où effectivement il y a un lobby un peu là aussi d'arrière-garde des ordres qui considèrent que même un apprenti kiné pour ne pas les nommer, font de l'exercice illégal une profession réglementée. Et je pense que tout ça, effectivement, ce sont des discours d'arrière-garde qu'il faut combattre. Alors, vous avez complètement raison, je voulais revenir, parce que là, on est dans une période de rebond épidémique qui soucie grandement les établissements. Je voulais revenir sur cette crise sanitaire qui peut aussi être effectivement une opportunité de bouleverser un petit peu les choses dans le sens que vous disiez, parce que les besoins en formation sont accrus. On a véritablement, là, tous les jours, des adhérents qui nous disent qu'ils ont besoin de formation, de former, par exemple, à la réanimation, un certain nombre de professionnels soignants, IDE en particulier, sur une période courte. Mais là aussi, Jean-Pierre, on se retrouve aux confins des injonctions, je dirais, qui sont liées plutôt à des considérations sanitaires, de droit sanitaire, et puis le fait que malheureusement, c'est très bien, mais les établissements n'ont pour certains pas du tout de budget. Quand ils sont plus de 50, vous le savez, ils ont une contribution de 1,68%, rien du tout, qui effectivement permet de financer en fait la formation des salariés en poste. Donc c'est un vrai souci, alors que je suis d'accord avec vous, on parle en parallèle de cela dans les médias, de former de manière accélérée des aides-soignants, y compris en prenant parmi le panel, excusez-moi du terme, mais de non-soignants. On parle d'upgrader les missions de certains professionnels de santé, ce qui va devenir une nécessité. Je veux dire, il faut à un moment donné qu'on trouve un moyen urgent de lutter contre cette pénurie pour effectivement tout simplement soigner, puisqu'on est en pleine crise sanitaire. Donc j'ai envie de vous demander, dans ce contexte plus spécifique de crise, j'entends que vous partagez les orientations que nous aussi on défend, notamment quand on est au ministère ou en région vis-à-vis des institutionnels, mais quels sont les bons interlocuteurs finalement pour trouver des financements rapides là, dans cette période de crise sanitaire, combler les besoins? Est-ce que vous avez des conseils sur, on nous demande tous les jours, mais à qui faut-il s'adresser? Quels sont les interlocuteurs qui peuvent nous permettre de faire bouger les choses et de financer rapidement des formations à la réa? Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus la formation gadget, on est dans l'urgence. On a deux, je vais revenir et je vais peut-être du coup utiliser ceci pour… Voilà. On a ce que j'appelais tout à l'heure un plan de relance, un peu session de rattrapage. Et je vais rajouter là-dedans quelque chose qui n'y figure pas parce que ce n'est pas véritablement du plan de relance. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, mais ça peut contribuer à répondre à la question que vous posez qui est qui peut soutenir l'effort financier qu'il y a à faire sur les besoins de compétences et dans des délais relativement courts. C'est le plan de relance, je vais revenir sur chacune des mesures parce qu'elle peut se décliner assez facilement, il me semble, pour votre secteur. Mais il y a une mesure qui n'est pas là parce qu'elle n'est pas proprement parlée dans le plan de relance, c'est l'enveloppe qui a été mise à disposition des entreprises qui ont eu recours à l'activité partielle, ce qui n'est pas le cas de votre secteur, et qui avaient la possibilité de disposer d'enveloppes pour financer leurs coûts de formation. Bien, l'État a budgété 1 milliard d'euros pour cette fin d'année 2020 et l'année 2021, avec une possibilité de traîne sur 2022, mais 1 milliard d'euros pour les entreprises qui rentreront dans les dispositifs de chômage partiel.
Bon, l'expérience montre, si on reste sur les dépenses qui ont été réalisées entre le printemps et la sortie de l'été, que sur 6 mois, on a réussi à dépenser grosso modo 150 millions d'euros. Bon. Ce qui veut dire que le milliard en question, le ministère se dit que vraisemblablement, il ne sera pas utilisé dans le cadre de l'activité partielle. Et donc, il est en train de réfléchir sur vers où ces millions pourraient être refléchés. Et il est à peu près acquis que ce FNE ne sera pas réservé aux entreprises entrant dans un dispositif d'activité partielle, mais qu'il pourrait concerner d'autres entreprises. Reste à savoir sur quels critères, sur quelles priorités, dans quelles conditions. Les modalités seront assez simples puisque pour l'engagement du FNE, l'État a choisi de s'appuyer sur les OPCO et donc avec 11 OPCO, ce n'est pas très compliqué de balayer les champs qui éventuellement pourraient en avoir besoin. Et il n'est pas exclu qu'une partie de l'enveloppe puisse aller à des besoins d'urgence, sauf que on est là, vous le voyez, ce n'est pas sur un dispositif technique, organisé, etc. C'est une ligne budgétaire du ministère du Travail. La grande souplesse, c'est que le ministère fait à peu près ce qu'il veut avec, puisqu'il peut accompagner avec le FNE aussi bien du reclassement que de la formation d'adaptation, que des mutations, et on pourrait ranger vos besoins dans à peu près toutes ces catégories sans aucune difficulté. Donc, on n'est pas gêné techniquement. Après, c'est la question de l'arbitrage politique. Est-ce que sur certaines compétences, sur certaines qualifications, le secteur, alors vous n'êtes pas les seuls évidemment à être concernés par cette affaire, je pense que vous avez un intérêt commun sur ce sujet-là avec le non lucratif, c'est est-ce que ces besoins-là peuvent être financés dans le cadre du FNE. Ça, c'est une première option. Et en tout cas, je pense qu'il faudrait ne pas se priver de poser la question de manière assez directe, d'ailleurs, au ministère, qui, évidemment, dans ce dialogue, c'est pas on va abonder les plans de développement de compétences du secteur. Voilà, ça veut dire qu'il faudrait cibler des besoins plutôt précis, avec des formations de courte, moyenne durée, ce n'est pas fait pour financer du long terme, et qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Donc, si tel était le cas, je pense que le secteur devrait être en mesure de faire des propositions dans ce domaine-là. Deuxième, et ensuite, je viens au plan de relance, et après, si vous voulez, on fera un petit bilan de tout ceci. Dans le plan de relance, quand je dis un plan en forme de rattrapage, on a quand même, et le ministère l'a reconnu, le fait d'avoir limité aux entreprises de moins de 50 salariés la mutualisation et l'accès aux fonds mutualisés était sans doute une erreur. La barre a été mise trop bas. Et donc, le ministère envisage de la relever, non pas à hauteur de ce qu'elle était avant la réforme, c'est-à-dire 300 salariés, mais de retenir la définition de la PME à 250 salariés. Mais ce qui, pour vos adhérents, couvre déjà une plage largement plus importante. Il y aura une enveloppe prise sur le FSE pour cet abondement-là. Alors bon, si on divise 75 millions par 11 OPCO, on se dit, ouais, 7-8 millions par OPCO, ce n'est pas le bout du monde, c'est toujours ça, mais ce n'est pas le bout du monde. Mais au-delà de cette enveloppe FSE purement ponctuelle, ce que le ministère suggère, c'est de trouver une solution pérenne. Il en discute avec les partenaires sociaux actuellement, mais il n'a pas la réponse technique et l'arbitrage. C'est est-ce qu'on n'ouvre pas tout simplement l'enveloppe moins de 50 jusqu'à 250 avec les ressources actuelles? Alors évidemment, les plus petites boîtes se plaignent en disant on va nous déshabiller, on va nous bouffer nos budgets, mais est-ce qu'on n'ouvre pas? On s'aperçoit que dans certains OPCO, on a du mal à dépenser ces enveloppes, qu'elles ne sont pas forcément toutes consommées, qu'on n'est pas forcément dans un état de pouvoir avoir des réserves sur la formation alors qu'il y a des besoins criants et urgents. Donc, est-ce qu'on trouve une ressource supplémentaire? Vous savez qu'on a quand même une équation difficile.
les 10 milliards de cotisations des entreprises ne suffisent pas pour financer l'intégralité des besoins issus de la réforme, notamment l'explosion de l'apprentissage, sa croissance très forte, le fait qu'on ait des coûts contrats importants, le fait que le CPF ne soit pas plafonné en droit à hauteur des ressources, tout ça fait que le besoin de financement est supérieur aux cotisations des entreprises. Donc, dans la loi de finances pour 2021, on a des dispositions demandant expressément à France Compétences de serrer la vis, en clair, de réduire les montants des financements pour l'apprentissage, éventuellement d'envisager des régulations sur les autres dispositifs, de manière à pouvoir assumer la croissance ou le maintien des financements de la formation. Donc, la question de la pérennité, comment on fait pour pérenniser le fait que la mutualisation devrait sans doute remonter d'un cran, cette question n'est pas traitée. Et là aussi, ça risque de se faire en 2 temps. L'État pourrait, via le FNE et le FSE, les deux, apporter directement aux OPCO une ressource supplémentaire, leur permettre de manière dérogatoire d'utiliser leurs fonds pour les moins de 50 pour des entreprises de taille supplémentaire, et donc ça ferait un petit appel d'air. Troisièmement, après le FNE, après la mutualisation qui remonte, la PROA, il est prévu de rajouter, puisque donc il n'y a plus de ressources, de rajouter une enveloppe de 270 millions d'euros et de déverrouiller la PROA. On en reparlera tout à l'heure sur votre accord, mais peut-être même qu'il est envisagé d'aller plus loin et de ne, peut-être de manière temporaire, en tout cas c'est à l'étude, de permettre de financer des projets de formation au titre de la PROA sans forcément remplir toutes les conditions de la PROA. Donc c'est un dispositif que l'État avait verrouillé de manière tout à fait volontaire. En fait, il a organisé les choses pour qu'il ne marche pas, pour préserver les ressources pour l'apprentissage, ça c'est clair. Et aujourd'hui, il revient sur cet arbitrage avec une enveloppe supplémentaire, avec la promesse d'étendre très vite les accords qui sont en souffrance, parfois depuis de longs mois, c'est le cas du vôtre, et donc d'accélérer l'extension. Voilà. Donc, on pourrait avoir des ressources pour un dispositif de PROA qui, lui, peut fonctionner sur des titres, mais peut fonctionner sur des blocs de compétences aussi. Et donc, qui pourrait permettre de résoudre quelques... Ensuite, on pourrait avoir on aura une enveloppe supplémentaire pour le CPF de transition. Aujourd'hui, votre secteur n'est pas très bien pris en compte par les commissions de transition pro pour la raison que, étant transition pro, a un budget amputé d'à peu près 30% par rapport à ce qu'était le budget du congé individuel de formation. Et donc, on a eu quelque chose de très malthusien. On a favorisé les formations de premier niveau, les formations plutôt de courte durée, etc., etc. Donc, pour financer des cursus longs, c'était quasiment absolument impossible. Et on a eu des tas de gens de votre secteur qui ont eu des rejets de demandes. Bon, on a une enveloppe supplémentaire. Alors ici, la question, elle est à mon avis double. C'est comment, dans le cadre de cette enveloppe supplémentaire, votre secteur n'est pas oublié, il est pris en compte, sachant que Transition Pro, c'est quand même des commissions régionales et qui donc travaillent au niveau local. Et deuxièmement, c'est est-ce qu'il n'y a pas à mailler de manière intelligente la PROA, par exemple, avec Transition Pro pour cumuler les financements. Et je pense que l'OPCO Santé pourrait parfaitement passer des conventions avec Transition Pro pour faciliter la prise en compte des priorités du secteur et apporter un complément financier pour qu'on n'ait plus l'argument « vos formations elles coûtent vraiment trop cher, ce n'est pas possible ». Voilà. Donc, toutes ces actions-là vont être amenées en fin d'année ou en début d'année 2021. Il reste encore une chose, et je vais l'élargir, ce sont les 25 millions d'euros sur lesquels l'État dit, et ça va lui servir un peu de ballon d'essai,
on va financer avec ça des métiers porteurs et on va les financer à travers le CPF. Et l'idée, c'est on devrait avoir entre fin novembre et début décembre un complément à l'ouverture du portail qui a été faite en septembre pour permettre aux entreprises qui le souhaitent d'abonder le compte personnel de leurs salariés. On devrait avoir un système qui permette à tout financeur, c'est l'illustration qu'en fait aujourd'hui la Caisse des dépôts, tout financeur de mettre des financements sur des formations, enfin sur des certifications, et chaque fois qu'un bénéficiaire, alors soit quelqu'un d'ailleurs qui est déjà dans votre secteur, soit quelqu'un qui vient d'ailleurs mais qui souhaite préparer une certification pour un métier qui existe chez vous, que les gens sachent qu'ils peuvent bénéficier d'un complément financier, que si leurs droits ne suffisent pas pour financer la formation, ils peuvent bénéficier d'un complément. C'est une manière assez simple pour un financeur de dire je prends tel diplôme qui m'intéresse, pour lequel je veux susciter des flux. Je dis qu'à hauteur d'une enveloppe de, je pense, 500 000 euros, 1 million, etc., on abondera jusqu'au coût réel les droits des salariés qui utilisent leur CPF pour ça. Et on devrait voir apparaître ce que l'on n'a pas aujourd'hui encore dans l'application. Ce sont des formations, enfin des certifications et les formations qui y conduisent avec un préabondement disant aux salariés, écoutez, si vous utilisez vos droits pour ça, il y aura un abondement de la part de l'État. Alors ça, le CPF, c'est très intéressant parce que ça peut concerner des salariés qui sont déjà chez vous, qui voudraient engager un parcours diplômant et qui pourraient identifier que ce n'est pas la peine d'aller mobiliser du plan de la PROA, ou etc., que l'abondement est déjà là parce que l'État a considéré que c'était une certification qui présentait un intérêt particulier. Alors, ça vous fait encore une action supplémentaire possible, mais il ne faut pas se plaindre d'en avoir beaucoup à mener, en disant, est-ce que dans les métiers porteurs, dans les métiers pour lesquels il y a des besoins importants, on ne pourrait pas avoir une priorité sanitaire compte tenu de la situation? Est-ce qu'on ne pourrait pas abonder le CPF de manière un peu systématique de tous les gens qui veulent acquérir des compétences clés pour aujourd'hui, pour demain, pour affronter la crise Covid? Donc ça, c'est un débat à avoir avec l'État. Il y a une petite enveloppe, 25 millions d'euros. C'est pas, mais enfin, c'est la somme des petites enveloppes qui finissent par permettre d'absorber une part des besoins et peut-être engager une discussion. En tout cas, on a l'outil technique qui permet de faire ça et de viser directement les individus. Ce qui donnerait un circuit un peu inhabituel par rapport à ce que l'on fait quand on veut financer une formation, qui consisterait à dire que l'établissement fasse la recherche s'il y a des formations qui l'intéressent et qui sont effectivement taguées avec un abondement public, et ensuite discuter avec les salariés pour voir de quelle manière ceux-ci peuvent, en utilisant leur CPF, bénéficier de cet abondement. Restera à traiter la question du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a financé le coût, se pose encore la question de comment je peux trouver soit des modalités de formation compatibles avec l'activité, soit libérer les gens des plannings pour qu'ils puissent se former, etc. Bon, c'est encore une autre question. Mais déjà, on a peut-être une opportunité, j'allais dire, avec… voilà. Alors, si je fais la somme de tout ça, le FNE qui était réservé aux entreprises en activité partielle, vraisemblablement ne va pas leur être réservé et on va pouvoir redrainer une enveloppe sur des projets intéressants des entreprises en activité. On va ouvrir le champ de la mutualisation et remonter jusqu'à 250. On va libérer la PROA et mettre quelques crédits pour lui permettre de financer. On va un peu gonfler les enveloppes du CPF de transition. Et enfin, on aura quelques priorités sur le CPF qui pourraient servir de modèle pour des abondements qui viendraient inciter les salariés à privilégier certaines certifications plutôt que d'autres. Voilà, si vous voulez, ce qui est en train… Alors, le calendrier là-dessus, tout ça n'est pas arrêté. Ce sont les annonces que nous avons eues à la rentrée. C'est ce qui est aujourd'hui tracé dans le plan de relance. La ministre du Travail discute avec les confédérations
sur ces sujets. On a des rendez-vous qui sont programmés jusqu'à fin octobre et on aura vraisemblablement des arbitrages entre mi- et fin novembre, de manière à avoir des dispositifs opérationnels en début d'année. Donc, en fait, les actions à conduire, c'est maintenant, quoi. C'est aujourd'hui, compte tenu du fait qu'effectivement, les arbitrages ne sont donc pas rendus sur ces sujets. Donc, il faut qu'effectivement, on porte ces sujets auprès du ministère, là, très, très rapidement, pour dire, voilà, le secteur de la santé, a priori, pourvoyeur d'emploi, hein, puisque, Bien sûr. on l'a dit tout à l'heure, hein, je veux dire, il y a quand même 10% de postes vacants, pourrait effectivement prendre sa part de la résolution d'une partie du chômage, mais il a des besoins, il subit la pénurie et voilà, il faut qu'il puisse être éligible à un maximum de ces dispositifs, y compris l'abondement étatique là, que vous mentionniez du CPF. Alors, j'en profite puisque je vois plusieurs questions là, qui se posent sur le CPF. Ouais. En particulier, c'est vrai que dans notre secteur, je ne sais pas du tout, là, on est un peu… on est sur les assouplissements et le plan de relance, mais est-ce que les assouplissements pourraient aller jusqu'à permettre, par exemple, la prise en compte de l'éligibilité, pour être très clair, des DU? Parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de DU aussi dans notre secteur et que, alors après, effectivement, s'ils remontent le seuil pour bénéficier de fonds mutualisés au titre du plan, bon, ça permettrait de pallier en partie la problématique actuelle que rencontrent les plus de 50 dans notre secteur, qui sont majoritaires. Néanmoins, d'avoir un CPF lui aussi à l'occasion de ces mesures d'assouplissement et de fonds supplémentaires consacrés à la formation dans le cadre du plan de relance pour des secteurs cibles, si on pouvait avoir aussi un assouplissement des dispositifs éligibles au CPF, les DU, est-ce que vous croyez que ça, on pourrait se faire entendre ou ce n'est pas du tout dans l'air du temps? Alors, ça vient de plus en plus, au contraire, dans l'air du temps. Il y a juste, il y a d'ailleurs une semaine, on ne s'était pas concerté là-dessus, Fabienne, mais il y a une semaine, j'ai publié un petit article disant ce serait sans doute bien d'arrêter d'exiger que le CPF soit certifiant, pour une double raison. Le fait que le CPF ait cette exigence systématique de certification a conduit à une course frénétique à la certification de la part de tous les organismes de formation. Ce qui a d'une part engorgé complètement la commission de France Compétences qui s'occupe de ces sujets et qui, du coup, ne peut plus fonctionner normalement tellement elle est sous le flux quantitatif des dossiers qui arrivent, et ce qui a conduit à certifier, non pas tout et n'importe quoi, parce que la commission ne fait pas n'importe quoi, mais à certifier des choses pour lesquelles il n'y avait pas besoin de certification particulière, la portée sociale est faible, mais on a certifié parce que c'était l'exigence pour accéder au financement. Et on est en train de perdre le sens de la certification, qui est en train d'être absorbée par une logique purement financière. Et de fait, ça ne permet pas au CPF d'être réactif sur des besoins de compétences très nouveaux, émergents, etc. Parce que le temps de la certification est devenu un temps très long et qui ne va faire que s'allonger, parce que le flux quantitatif est toujours énorme. Et de l'autre côté, on a des formations nouvelles qui se mettent en place, etc., et qui ne sont pas accessibles. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire le lien entre ce qu'il y a d'aujourd'hui dans l'appli d'accessible au titre du CPF et l'utilité sociale de ces formations. Vous voyez, on peut se former à des tas de choses. Est-ce que les 400 000 sessions de formation qui sont dans l'appli sont les 400 000 formations les plus utiles pour les actifs français aujourd'hui? C'est évident que non. Et donc, on a cette dissociation qui ne fait que empirer. Et je pense que le discours, l'exigence systématique de certification pour le CPF, non seulement n'est pas justifié, mais on est en train d'arriver au cap où ces effets pervers et négatifs sont plus importants que ces effets positifs, qui étaient au départ sécuriser la qualité de la formation, mais aujourd'hui on va avoir Calliope, ce n'est pas la peine d'avoir deux dispositifs pour ça, et d'autre part, permettre aux salariés de valoriser ses compétences, mais si tout est certifiant, je veux dire plus rien n'est certifiant. Vous voyez, en termes de valorisation, ça n'a plus de sens, ça ne se distingue plus. Donc, je pense, alors ça, c'est un travail à mener
oui, de conviction, mais de moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, il faut changer la loi pour que le CPF puisse prendre en compte du non-certifiant, etc. Et donc, le travail serait sans doute en 2 temps. Premier temps, dire à l'État, écoutez, pour l'urgence, utilisons les canaux qui sont les vôtres pour pouvoir faire des choses de manière assez souple, notamment avec le FNE, pour accompagner certains projets, et permettons que, à moyen terme, on puisse remettre ces projets-là dans le droit commun en faisant évoluer des dispositifs qui ont démontré qu'ils n'étaient pas que sur des bonnes bases et qu'il faudra inévitablement revoir. Donc, je pense que c'est en sifflet. Vous voyez, c'est en 2 temps que l'on peut argumenter sur ces sujets-là. Oui, c'est très très clair. C'est vrai que le CPF, comme disait, enfin là, je relais aussi une question d'un adhérent. C'est un outil intéressant, sauf que nous, dans le secteur, ça ne correspond pas. Enfin, les organismes de formation, effectivement, du secteur de la santé l'utilisent peu. Donc, on me demande, y a-t-il une solution palliative pour la prise en charge hors plan? Bah, enfin, je vous laisse répondre, mais à part ce que vous venez de nous expliquer, ça me paraît limité. Et c'est vrai que ça ne correspond pas. Je veux dire, 5 000 €, bon, enfin, voilà, je veux dire, par rapport à des formations longues d'un secteur qui subit une pénurie assez importante, c'est quand même assez compliqué, d'autant plus que pour des formations plus courtes, elles ne sont pas forcément éligibles. Donc, comme vous le disiez très justement, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, il faut peut-être y aller effectivement progressivement, essayer de voir comment on s'intègre dans le plan de relance, effectivement, dans un premier temps, en voyant que là, il y a quand même une ouverture, et ça, c'est quand même extrêmement positif. Enfin, il y a quand même une ouverture là, du ministère du Travail sur le sujet. Donc, il faut qu'on essaye de voir, que ce soit sur l'abondement du CPF, le FNE, effectivement, dans quelle mesure notre secteur pourrait être intégré, parce qu'il faut absolument qu'il puisse être identifié, parce que sinon, notre lobbying de longue date n'aurait servi à rien. Donc, c'est vraiment important. Et puis après, on vient de transmettre là au ministère du Travail, là aujourd'hui, une note synthétique complémentaire pour l'accord, en vue de l'extension de notre accord PROA. Donc, je vous l'annonce en direct. Donc, on a en fait, effectivement, ça fait de longue date qu'on a signé cet accord PROA, puisqu'il a presque 1 an. Il ne concerne qu'une douzaine de formations, en fait, de certifications, pour être très clair et parler en termes plus précis, et ils ont procrastiné un maximum pour examiner cet accord, donc malgré les éléments complémentaires qu'on leur avait donnés. Donc là, on a retransmis une note synthétique complémentaire. Cet accord va passer à la commission d'examen ou d'extension, je ne sais plus le terme exact, du 5 novembre. Donc, on pourra revenir vers vous. Et j'entends dans vos propos, Jean-Pierre, qu'on est quand même là avec un espoir d'un vrai assouplissement des mesures de PROA. Alors, sur le CPF, c'est encore un peu plus loin, mais sur PROA, j'entends dans vos propos que ce n'est pas uniquement une dotation telle que ça avait été précisé dans le plan de relance dans sa toute première version initiale, mais que là, on a quand même des assouplissements sur PROA et une vraie étude des accords de branche qui n'ont pas encore été examinés, qui nous laisse espérer qu'il puisse y avoir une extension pour reconstruire derrière des cofinancements. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Il y a effectivement la question que je vous relayais sur le peu d'intérêt du CPF dans le secteur, avec y a-t-il une solution palliative pour la prise en charge hors plan. Et puis, il y a cette question de PROA, qui, vous le savez, est très importante pour nous et qui pourrait être le début de cofinancement à mailler avec tous ceux que vous venez de nous exposer, qui sont en train de se préciser dans le cadre du plan de relance. Oui, alors pour PROA, c'est clair qu'on a complètement changé d'optique. Et d'ailleurs, ça aurait été il y a 3 mois, je vous aurais dit, ne faites pas beaucoup de projets avec PROA, ça ne fonctionnera pas, c'est plombé de manière volontaire par le ministère, et si les accords ne sortent pas à l'extension, ce n'est pas pour des soucis, je sais pas, administratifs ou autres, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté de les faire passer. Ça a complètement changé. Il y a maintenant une vraie volonté pour les accords et on commence à avoir des extensions. Il y en a qui se sont faites très rapidement. Donc, si c'est une très bonne nouvelle que vous ayez un passage le 5 novembre, ça signifie que vous aurez dans la foulée un arrêté d'extension pour les titres qui figurent dans cet accord. Ça ne devrait pas poser de problème. Après, se posera la question de PROA, ça nous permet de financer quoi et combien et comment.
puisque vous savez que le France Compétences a décidé de plafonner à 3 000 euros, ce qui est quand même pas grand-chose pour financer un cursus diplômant, à 3 000 euros, les montants pour les OPCO qui bénéficient de la péréquation. Alors, pour le dire plus simplement, les OPCO qui n'ont pas assez de ressources propres pour financer tous leurs contrats en alternance et qui font appel à France Compétences pour recevoir des fonds. Il ne me semble pas que ce soit la situation de l'OPCO santé. Et donc, se posera la question, mais qui devra être traitée du coup au sein de l'OPCO, de quelle enveloppe on consacre à ce dispositif, comment on l'accompagne et qu'est-ce qu'on finance concrètement et à quelle hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on finance concrètement? Ce sont les certifications qui sont dans les accords. Du coup, le message pour moi est complètement différent pour les adhérents. C'est on peut recommencer à faire des projets pour 2021 dans le cadre de ce qui figure dans votre accord PROA. On aura peut-être en plus des bonnes surprises sur le fait que sur certaines certifications, peut-être l'État acceptera des choses puisqu'il était en voie d'assouplissement de PROA. Il trouvait que c'était trop contraignant et qu'il faudrait revenir sur finalement ce qu'il avait fait. Donc peut-être qu'on aura en plus des bonnes surprises, mais au moins déjà, sur ce qui figure dans votre accord, vous allez pouvoir le faire fonctionner. Ça, c'est à peu près évident. Si jamais, d'ailleurs, suivant les disponibilités budgétaires de l'OPCO, il faudrait voir s'il y a besoin de trouver ou pas des cofinancements et quels pourraient être ces cofinancements. Alors, on sait que CPF et PROA, ça marche parfaitement. Vous voyez, il n'y a aucun problème à mixer les deux. Transition Pro et PROA, ça se mixe aussi sans difficulté. Si on élargit les fonds du plan mutualisé et PROA, ça se mixe aussi sans difficulté non plus. Voilà. Donc, on devrait quand même, vous voyez, je suis plus positif là au 20 octobre que je pouvais l'être il y a un mois ou deux sur les possibilités de mobiliser des fonds sur vos besoins particuliers. Oui, ça c'est très intéressant. Alors, on a quand même, là, je me permets de relayer une question parce que effectivement, ça serait vraiment crucial de pouvoir à nouveau faire de l'ingénierie financière, hein, pour parler en technicien, voilà, pouvoir à nouveau cofinancer de vrais projets. C'est un secteur qui a de vrais besoins. Hein, c'est pas on n'en est pas loin, oui. Son gadget, on le voit bien avec la crise sanitaire. Néanmoins, c'est vrai que ce qui pourrait aussi débloquer beaucoup les choses quand on est comme ça dans un déséquilibre du marché du travail, c'est aussi, vous savez, la fameuse clause de dédiformation. Oui. Alors, là, je sais que ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez peut-être nous donner votre... Fabienne, on vous a perdu. Alors, si les participants m'entendent, avant qu'on retrouve Fabienne. Pardon? Non, je vous avais perdu, excusez-moi. Pardon. On avait une écoute favorable en fait, du conseiller social en fait, du Premier ministre, qui était Franck Morel, qui avait dit qu'effectivement, la clause de dédiformation qui inclurait le remboursement des salaires pourrait tout à fait s'entendre pour des métiers, en particulier paramédicaux en tension. Donc, on voit bien aujourd'hui, avec toutes les annonces entre le Ségur, le plan de relance sur les formations supplémentaires d'infirmiers et d'aides-soignants, je ne vois pas comment on pourrait nous dire que ce n'est pas possible. Donc, cette clause de dédi, que ça soit, alors j'ose le dire également sur l'apprentissage, et puis indépendamment sur les formations qu'on appelle, enfin, qui permettent l'évolution des professionnels, c'est vrai que ça serait quand même très important de pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'entendable aujourd'hui, justement, dans le cadre de toutes les mesures que vous venez de nous présenter? Oui, alors, c'est sans doute entendable, peut-être avec l'argument suivant. Pourquoi, dans la loi, on interdit aujourd'hui des clauses de dédit sur l'apprentissage et d'ailleurs sur les contrats pro également, puisqu'on a étendu au contrat pro cette interdiction. Parce qu'on a un système de financement des coûts pédagogiques et qu'on ne souhaite pas qu'il y ait la possibilité pour une entreprise d'être remboursée 2 fois.
Hein, l'OPCO finance le coût et moi, je demande aux jeunes, s'il ne reste pas, de financer le coût également. Mais il y a une particularité qui, pour votre secteur qui n'existe pas ailleurs. C'est que quand on fait l'équilibre économique d'un contrat d'apprentissage, j'ai donc un jeune avec une formation, admettons qu'elle soit prise en charge dans tous les cas à 100%. Bon, c'est payé par l'OPCO, très bien, donc je n'ai pas de coût de formation, très bien, parfait. Mais, j'allais dire, dans une entreprise classique hors secteur santé, j'ai un apprenti que je paie en pourcentage du SMIC et qui travaille les 3/4 du temps. Donc, qui a une productivité qui compense le coût que j'engage pour sa formation, qui compense dans le secteur, je vais prendre un secteur où on l'a chiffré, dans le bâtiment, un apprenti est facturé au client à 50% du temps d'un ouvrier classique. Donc, ça veut dire que quand je recrute un apprenti, j'ai une facturation. Si je le mets sur un chantier, il produit et il facture. Vous avez cette particularité, on en parlait au début de ce webinaire, où les apprentis sur les métiers réglementés n'exercent pas les activités, sont très peu présents du fait des stages à réaliser chez les employeurs, etc. Et donc, cette part de production, elle est complètement absente, ou elle est très faible. Et du coup, le problème n'est pas de récupérer un coût de formation, surtout s'il est déjà financé, il est de récupérer un coût de salaire qui est un coût non compensé par une production comme dans les autres cas d'apprentissage. Ce qui fait que vous ne demandez pas à ce que la règle globale soit changée en matière d'apprentissage et le gouvernement pourrait parfaitement trouver une voie de sortie de cette question en disant lorsqu'on a des métiers réglementés avec des contraintes qui font qu'il ne peut pas y avoir mise en situation de l'apprenti comme dans n'importe quelle situation, etc., et qu'il n'y a pas de production associée, à ce moment-là, l'entreprise finance l'équivalent d'une formation initiale et, comme le fait l'État pour ses propres formations, il peut y avoir un temps de récupération ou un dédit, donc un engagement derrière de temps ou un dédit pour compenser cette spécificité. Mais je pense que, qu'il n'est pas possible de penser obtenir une remise en cause globale et générale de la clause de dédit pour tous les apprentis. Je pense que ça sera très compliqué pour un gouvernement. Par contre, définir les conditions précises dans lesquelles ce dédit pourrait intervenir pour certains métiers et exclusivement pour des professions réglementées, ça pourrait faire partie des propositions et ce n'est pas un raisonnement abracadabrant, quoi. Ça peut se concevoir parce que, encore une fois, quand je suis apprenti dans le commerce, les 3/4 du temps, je travaille dans le commerce et je produis, je sers les clients, etc. Donc, il y a une valeur économique. Or, dans l'apprentissage sur certains métiers de la santé, cette valeur économique, elle est proche de zéro. Donc, on n'est pas en équivalence de situation et ça peut justifier une réglementation qui serait différente. Oui, donc on pourrait être audible en mettant en avant notre spécificité par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'avoir une clause de dédit abusive ou quoi que ce soit, mais vraiment de mettre en avant une spécificité. Et c'est vrai que ça avait été entendu au niveau du cabinet du Premier ministre. Bon, après, on l'a porté à nouveau récemment auprès effectivement d'Elisabeth Borne, mais bon, on est dans une phase d'une crise sanitaire. Bon, voilà, à voir dans quelle mesure ça pourrait être entendu, mais en tous les cas, ça serait pour notre secteur. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions. Enfin, je pense que votre action, elle est toute orientée vers le fait d'obtenir le plus rapidement possible tout ce qui peut s'obtenir dans votre secteur, mais on peut aussi le penser en 1, 2 ou 3 temps. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Ce que l'on obtient, comment ça peut ouvrir la voie à des choses un peu plus pérennes et comment on peut préparer aussi les esprits à avoir des évolutions de long terme. Vous voyez, par exemple, dire si demain les référentiels nous permettent de mettre les gens en situation, de les faire travailler effectivement sous responsabilité, etc., à ce moment-là, la clause de dédit, on n'aura peut-être plus besoin. Mais dans l'attente où on n'est pas placé dans la même situation que tout le monde, ça légitimerait que l'on ait une situation un peu différente par rapport à d'autres. Vous voyez, on n'est pas en train de négocier pour les 20 prochaines années.
Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que la situation de l'apprentissage, elle fait tout à fait écho à ce que vous dites. C'est-à-dire que, certes, on a eu un tout premier pas, mais qui est quand même un tout petit pas, hein, sur la suppression des quotas. Enfin, bon, je sais que réglementairement, ce n'est pas exactement le terme, mais pour les formations d'infirmiers et d'aides-soignants en apprentissage, Oui. ben, on sait quand même, vous le savez, on en a parlé régulièrement, que si pour être-soignant, bon, l'apprentissage, ça peut s'envisager un peu plus facilement, ça reste quand même un défi pour les Bien IDE, sûr. en particulier dans le cas du MCO. Et on a effectivement, alors ça tient à plusieurs choses. On a effectivement le fait que, comme vous le disiez très clairement, les apprentis ne peuvent pas être en situation réellement de travail par rapport à la formation qu'ils suivent, y compris sous la tutelle d'un maître d'apprentissage, ce qui est vraiment complètement antinomique. Absolument. Puis, surtout pour des professions qui, concrètement, au contraire, à la base, sont plutôt s'acquièrent par l'alternance. Donc, on marche sur la tête avec, finalement, comme d'habitude, des référentiels d'un côté et puis un format de l'apprentissage relevant plus d'un autre ministère qui n'est pas compatible. Effectivement, certains passent en plus peu de temps chez leur employeur et on a en plus la clause de délit. Après, il faut qu'on arrive à faire quand même de l'apprentissage. C'était un petit peu une des questions que je voulais aborder aussi avec vous. Au-delà de l'existence de cette clause de délit qu'il faut qu'on continue à porter, même si ça peut être dans un temps un peu plus long, il faut qu'on arrive à faire de l'apprentissage un levier de GPEC. Néanmoins, il faut qu'on arrive à formater l'apprentissage pour en faire un levier de GPEC et qu'on soit entendu par rapport à ça. C'est vrai que là aussi, toutes vos recommandations sont les bienvenues. Je crois que vous avez un enjeu qui s'applique particulièrement à l'apprentissage, mais qui va au-delà de l'apprentissage, qui pourrait concerner tous les dispositifs, c'est que les établissements puissent retrouver, et ça s'inscrit bien dans la ligne de la réforme, puissent retrouver davantage de liberté et de possibilités dans les modalités pédagogiques de formation et dans l'organisation des parcours et des cursus. Alors, ça renvoie encore à la question des référentiels, etc. Mais je crois qu'il faut l'évolution de la formation et de l'apprentissage, les deux, c'est clairement la multimodalité. C'est clairement la multimodalité qui va associer à la fois de la formation présentielle, sans doute dans une moindre mesure que ce que l'on a connu jusque-là, de la formation distancielle avec les garanties de qualité, parce que dans le distanciel, effectivement, on peut avoir un peu de tout, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire qu'est-ce qui est adapté pour quel type de connaissances, de quelle manière, etc. Et des mises en situation et ce que permet l'apprentissage de la délégation à l'entreprise d'une partie du cursus de formation parce que la formation peut, et dans certains cas doit, se faire véritablement en situation. Et pas que pour la partie pratique ou l'apprenti, pour la partie des enseignements qui font partie du référentiel lui-même. Vous avez, je crois, un enjeu, même si votre secteur a des particularités parce que c'est un dispositif qu'il faut manier avec un petit peu de précaution quand on est confronté à des questions de santé, mais le dispositif de la formation en situation de travail est quand même particulièrement bien adapté à vos métiers. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'en étant confronté aux situations que l'on peut développer certaines compétences, parce que vous êtes dans des univers qui sont aussi de plus en plus technologisés et ce ne sont que dans les établissements que les gens pourront voir et utiliser certains matériels, etc. Et donc, on va avoir besoin, alors on peut le faire en virtuel, on peut le faire, mais c'est quand même mieux si on arrive à le faire et on ne pourra pas avoir j'allais dire, des équipements dédiés à des situations d'apprentissage. C'est nécessairement dans les établissements que ça va se faire. Et je pense que donc la reconnaissance, alors avec les garanties, parce que quand on met les gens en situation et qu'il peut y avoir des risques de sécurité ou de santé, soit pour eux, soit pour des tiers, d'autant plus pour des tiers, il faut évidemment le faire dans des conditions qui soient garanties. Mais c'est une voie, à mon avis, et c'est une voie, votre secteur est fait comment dire, de beaucoup de groupes, de grands ou de petits d'ailleurs, de toute taille. Euh, la formation en situation de travail est une manière, en tout cas est une modalité pédagogique qui permet aujourd'hui, et de manière relativement simple et sans engagement budgétaire, à un établissement
d'accueillir et de former des gens qui viennent d'autres établissements dans un cadre légal sécurisé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui capacité à détacher quelqu'un, pour le temps qu'il faut, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, ce qu'il faut, dans un établissement, alors soit du même groupe, soit avec qui on a un partenariat, peu importe, et de ne pas penser que la FEST, c'est forcément de la formation interne. Ça peut être de la formation externe dans une autre entité, ça s'organise, c'est pas très compliqué, et on a un cadre légal qui justifie quelqu'un qui n'est pas salarié de l'établissement travaille pour le compte de cet établissement parce qu'il est en formation. Donc ça, vous voyez, sur des territoires locaux, parce que c'est comme ça que ça s'organise, quand on a des établissements proches, on peut organiser de la mutualisation non financière de compétences, et ponctuellement d'ailleurs, on peut organiser, alors on peut l'organiser dans un autre cadre, on peut envoyer les gens en mission, on peut les détacher, on peut le faire, etc. Mais on peut organiser aussi la répartition des ressources en fonction, dans le cadre de la mise à disposition d'une ressource qui en même temps va se former. Et donc, alors, moi j'ai déjà fait des choses comme ça, peut-être que les gens n'y pensent pas spontanément, mais il n'y a pas de difficulté particulière à organiser l'accueil de salariés d'un établissement par un autre, entité juridique différente, hein, pas de problème, aux fins de formation, sans avoir besoin d'ailleurs de transfert financier. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être déclaré comme organisme de formation, pas de problème. Je n'ai pas besoin d'avoir une contrepartie monétaire, pas de problème. Je n'ai pas besoin d'organiser la prise en charge du salaire, etc. Le salarié reste salarié, moi je l'accueille. Le deal économique, et ce qui fait qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des choses compliquées, c'est que l'échange s'équilibre par lui-même. J'accueille quelqu'un 1 semaine et je vais le former, mais en contrepartie, pendant cette semaine-là, il travaille pour moi alors que ce n'est pas moi qui le paie. Et de l'autre côté, l'établissement qui envoie, c'est j'assume le salaire de quelqu'un qui va travailler ailleurs pendant 1 semaine, mais quand il revient, il a acquis des compétences que je vais pouvoir utiliser. Et donc, on a… Juste pardon de vous interrompre, parce que j'ai des questions là-dessus. Pour le cadre légal, je suis désolée de vous interrompre, mais il n'y a pas quand même une forme de mise à disposition à organiser dans ce cadre-là? Pas du tout. Il y a une convention à passer entre les deux. Oui, d'accord. Il y a quand même une convention de mise à disposition avec un avenant au contrat. Si vous voulez, j'ai travaillé cette question avec des gens que vous connaissez bien, puisque c'est avec le cabinet Barthélémy, et on a fait ensemble une convention qui est utilisable dans ce cadre-là et qui n'est pas compliquée d'utilisation et qui sécurise. Tout à fait. Voilà. Donc, il est assez proche de ce qu'on a fait comme convention qu'on vous avait transmis, je m'adresse aux adhérents, comme modèle, notamment dans le cadre des renforts RH, dans le cadre de notre foire aux questions, parce que effectivement, en fait, on est en tripartite ou bipartite entre les 2 établissements et ensuite un avenant au contrat de travail, c'est bien ça? Oui, alors là, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'avenant au contrat de travail, on n'a pas besoin de faire signer le salarié. Oui, parce que, sauf s'il travaille vraiment pour la structure, s'il y va uniquement pour se former. Non, il est envoyé en mission. D'accord. Et donc, pour son employeur, il est en formation. Mais comme la modalité, donc comme si je vous envoyais en formation dans je comprends. Formation, hein, pareil. Ouais. Sauf que comme la modalité, c'est la mise en situation, ça lui donne la capacité de travailler pour l'autre établissement. D'accord, oui, tout à fait, parce qu'il est en situation de travail, la FEST, action de formation en situation de travail. Donc voilà, il n'est pas en situation, il est en situation apprenante finalement, et pas en situation de travail au sens… Ce qui est hyper intéressant, mais qui casse évidemment les habitudes et qui rompt avec les codes habituels, c'est que la FEST reconnaît que l'on peut être en formation et au travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de distinguer les deux. Je crois que son principal apport, d'ailleurs, du fait qu'elle soit dans la loi, c'est ça. C'est de dire on peut être en formation et au travail, ça ne pose aucun problème. Alors que toutes nos règles ont été organisées sur la séparation traditionnellement de la formation et du travail. Là, on peut avoir les deux. Donc, il faut utiliser. On peut utiliser cette souplesse pour faire des choses que l'on pouvait mal faire. Vous voyez, c'était compliqué d'organiser ça précédemment. Là, oui, complètement. Sans avoir de déclaration, effectivement. On se retrouvait parfois entre 2 établissements à passer par un organisme de formation chapeau pour que ce soit bien de la formation. Vous voyez, c'est-à-dire on se compliquait beaucoup la vie, alors que là, on pourrait faire des choses beaucoup plus simples.
Alors, je vois que ça intéresse certains effectivement des adhérents qui sont connectés. Donc on est sur une convention tripartite et puis qui couvre effectivement en cas d'accident de trajet ou de travail, qui couvre le salarié. Absolument. D'accord. Oui. La personne, de toute façon, reste couverte par son établissement, elle reste Hmm. salariée, on n'a pas de Ouais. problème, elle est en déplacement, en mission Ouais, c'est ça. professionnelle, Hmm. et dans un cadre qui est reconnu, une formation, et qui est organisée. Ouais, La tout à fait. seule précaution, moi, ce que je demande Oui, à ce que les gens soient très rigoureux là-dessus, oui. et peut-être que d'ailleurs, je sais pas, la branche ou l'OPCO pourrait aider sur ce point-là, c'est Mhm. que puisque j'ai quelqu'un qui va aller passer une semaine ou 15 jours, il faut être très rigoureux sur le fait que c'est bien la bonne durée pour acquérir les compétences, que justement, ce n'est pas de la mise à disposition masquée, que s'il faut 3 jours pour acquérir une compétence particulière, je ne suis pas détaché un mois, parce que là, ce serait du Mhm. main-d'œuvre. Vous voyez, on rentrerait dans autre chose. C'est-à-dire, il faut être D'accord. très rigoureux sur le fait que la durée de temps passé dans l'établissement d'accueil correspond bien au temps nécessaire pour acquérir les compétences et que on est capable de l'établir. Bon, alors pourquoi je dis la branche? Parce que si la branche ou l'OPCO donnait des durées de référence en disant, ben voilà, pour telle compétence, vous voyez, la durée moyenne, c'est à peu près 4-5 jours, ça veut dire qu'un tiers a validé ça, qu'on ne se l'est pas arrangé entre nous, et on est sur des choses qui deviennent totalement incontestables. D'accord. Bon, c'est un plus, hein, on n'a pas besoin de tout ça. Si on le fait sérieusement, on peut le faire très directement. Et après, juste pour revenir sur le côté un peu plus technique d'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, on doit, ce que vous dites, c'est simple à organiser, indépendamment de cette histoire, je dirais, de convention, Oui, c'est-à-dire au niveau des phases apprenantes, phases réflexives, ah, etc. oui, vous Non, avez bien. c'est assez, Ouais. Vous avez, assez souple. bah oui, ça c'est le propre de la FEST, hein. Hmm. Euh, Parce qu'on a et- l'impression, quand on entend, excusez-moi, hein, de certains oui, consultants, que c'est une usine à gaz, que voilà. oui, ça, c'est, Voilà. bon, Je sais que ce n'est pas votre cas. chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui Voilà, j'ai trouvent bien le compris. bonheur dans la complexité. Bon, moi, je trouve le bonheur dans le fait que les gens puissent utiliser des choses simples. Voilà, et donc, Hmm. c'est, et donc, non, mais il y a par contre quelque chose la seule complexité pour vous, c'est quand on met des gens en situation de travail dans un établissement de santé, en fonction des activités, c'est quel est le degré est-ce qu'ils peuvent être en autonomie? Quel est le degré de surveillance que je dois avoir? Quel est le degré de contrôle? Est-ce qu'ils doivent être en double commande systématiquement? Est-ce que c'est une intégration dans une équipe systématique parce que des situations isolées, ça va présenter trop de risques, on ne peut pas le gérer, etc. Voilà, c'est ça les questions pratiques qu'il faut régler. Mais si, et pour moi le plus compliqué c'est ça, mais Oui, vous avez raison. Hmm. si on arrive à traiter ça en fonction des activités, dire bah oui, mais la personne elle vient pour intégrer à une équipe, il y a de la réassurance, elle n'est pas laissée toute seule, etc. etc. Je le prenais D'accord. l'autre jour pour un établissement sur quelque chose de simple, enfin quelque chose de simple. Euh, si je veux apprendre à quelqu'un les bonnes postures pour manipuler une personne, vous voyez, pour la passer du lit à un fauteuil ou l'inverse, ou l'aider à faire sa toilette, ou etc. Donc, si je veux apprendre les bons gestes, bon, Hmm. je peux le faire en situation avec quelqu'un qui sait le faire, etc. Ça va être compliqué de le faire en toute autonomie, au moins au début. Je suis obligé de le faire en Hmm. double commande. Et après, on peut dire à partir de quel moment quelqu'un est à côté et vérifie que tu es capable de le faire en autonomie. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté pour vos métiers, Oui, d'organiser cette partie-là. Mais l'organisation après des phases réflexives, c'est hyper simple. Ça pourrait d'ailleurs être du réflexif, soit dans l'établissement qui l'a envoyé, soit dans l'établissement qui accueille. On peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Voilà, puis le reste, c'est vraiment c'est pas très compliqué. Non. mais néanmoins, ça doit être formalisé. C'est-à-dire que quand là, je vois les Bien questions, sûr, ouais. Il on faut doit les formaliser les phases apprenantes, les phases réflexives, ouais, la question des doublons, entre ouais. guillemets, ou du tutorat, entre guillemets. Enfin, voilà, parce qu'effectivement, se pose forcément des questions de responsabilité ensuite. Pourquoi parfois les gens aussi vous disent que c'est compliqué? Parce qu'ils raisonnent sur des métiers complets. Ils vous disent, je vais Oui, apprendre à oui, je quelqu'un un métier comprends. complet, donc il faut analyser le poste de travail, ce que les gens font, c'est quoi le métier, etc. Bon, mais on peut faire une formation en situation de travail sur une seule compétence ou sur 2 ou 3 compétences. Ça peut être des choses, on n'a pas besoin d'apprendre l'intégralité du métier. Ça peut Hmm. être sur des choses très, très ponctuelles, mais
qu'on n'a pas dans l'établissement et qu'on pourrait trouver intérêt à acquérir ailleurs, quoi. Voilà. D'accord. Pour, Oui, c'est ça. Ça pourrait tout à fait être l'équivalent d'un morceau de formation, ou même d'une formation à la base dispensée par un organisme externe, en fait. bien sûr. Vous voyez, ça Mais pourrait être. qui a toute la valeur ajoutée de l'apprentissage en interne aux côtés d'équipes, de professionnels dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, quoi. D'accord. Donc ça, effectivement, il faut qu'on arrive à l'investir, je pense, plus, parce que je pense que les établissements ont tout à fait les ressources, entre guillemets, pour le faire. Alors, C'est vrai que quand on a épuisé la solution budgétaire et qu'on n'y arrive plus budgétairement, c'est il ça, reste à faire avec ses ressources propres c'est ça, et à voir ce qu'on est capable de produire soi-même dans des exactement, conditions plus d'organisation qu'on maîtrise. C'est ça c'est l'intérêt. ça. Et qu'on est Et en totalement fait, autonome pour voilà. produire la formation, quoi. Et avec des qualités apprenantes que parfois Ouais. on n'a pas repérées en tant que telles, mais qui sont présentes effectivement en interne. Et pour les RH, ça veut dire que plutôt que l'ingénierie financière, c'est plutôt là le volet organisation, quoi. C'est Oui, comment je peux complètement. organiser avec les parties prenantes quelque chose qui soit pas complexe à gérer et qui soit pertinent. D'accord. Donc, Pour non, pouvoir y c'est bien arriver. de souligner la simplicité, effectivement, de ces actions, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à les mettre en œuvre. Juste, je voulais répondre à une ou deux questions qui ont été posées, qui sont un peu liées au sujet. En particulier sur les versements volontaires, je voulais juste vous signaler qu'un conseil d'administration de locaux qui date, je crois, d'il y a 2-3 semaines, excusez-moi, j'ai Ouais. la date exacte en tête, eh bien, les versements volontaires à l'OPCO sont possibles. Donc, c'est une question qui nous est vraiment posée. Effectivement, il y a eu une délibération qui a fixé le montant des frais de gestion et qui vous permet aujourd'hui de faire des versements volontaires. Donc, outre le fait que ça me permet de répondre à la question posée, je vais juste vous dire que du coup, ces versements volontaires peuvent être utilisés pour être la contrepartie de cofinancement. C'est juste ça aussi que je voulais vous signaler. C'est un petit peu le même esprit, cette recherche de cofinancement, que ce que fait l'OPCO en ce moment quand il s'est rapproché des commissions de transition pro, là, enfin je ne sais plus, elles ont été rebaptisées, Jean-Pierre, pour essayer de voir dans quelle mesure PROA pourrait en effet, comme Jean-Pierre le signalait tout à l'heure, eh bien, s'articuler avec les CPF de transition professionnelle afin de financer tout ou partie d'un parcours de formation. Donc, je voulais juste le signaler pour être très clair, les versements volontaires à l'OPCO sont possibles aujourd'hui et donc permettent en contrepartie, si je puis dire, de bénéficier, le cas échéant, de cofinancement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'était effectivement, je remercie Guillaume, le 30 septembre dernier. Après, Jean-Pierre, on a des questions sur le financement pour le 2021, des fameux parcours de formation, je dirais, qui sont classiques dans notre secteur, AS Verideo, IDE Verigode ou IAD, pour les plus de 250. Alors déjà, faut-il qu'on arrive à obtenir que ce soit levé, mais en vous écoutant, je suis plus optimiste qu'on était encore il y a un mois, le seuil des 50 jusqu'à 250. Sur les plus de 250, Non. Et plus de 250, ça reste ouais, là, la barre, elle ne dépassera pas 250. Hein. Enfin, le fait ouais, qu'elle soit remontée à 250, c'est quasiment acquis. On est en train de discuter des modalités, plus du principe. Donc, d'accord. ça, c'est quasiment acquis. Oui, il faut trouver quand même où est-ce qu'on prend l'argent pour financer ça, mais sur le principe… On peut prendre sur les petits. Oui. C'est, alors, Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'était à peine une boutade. Je veux dire, toutes les entreprises financent uniquement les plans des moins de 50. Bon, oui, donc il pourrait y avoir quand même un équilibre qui se recrée. Donc, évidemment, les représentants des petites boîtes se plaignent, mais c'est quasiment acté 250. Pour au-delà, il n'y aura pas de financement plan. Donc, il y aura la PROA parce qu'elle n'est pas cantonnée. Donc, si on la libère, très bien. Et puis, il faudra voir ce qu'on peut avoir sur des dispositifs exceptionnels de type FNE quand même. Parce que ce n'est pas cantonné à une taille d'entreprise. Oui, donc ça, il faut qu'on fasse du lobbying très rapidement. Bien sûr. Sur l'intérêt et là, ça ne peut pas être de l'abondement générique. C'est forcément quelque chose de ciblé sur des besoins identifiés, sur lequel, quand vous disiez qu'il faut former des
des infirmières à la réanimation, c'est typiquement un besoin qui pourrait être financé par le FNE, enfin, je veux dire, sans beaucoup de problèmes, quoi. Oui, c'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est que le FNE ne va pas financer des formations longues d'infirmiers ou d'aides-soignants en tant que tels. Très surprenant, oui. Oui, voilà, j'ai compris que ce n'était pas. En revanche, sur tous ces besoins secteurs, peut-être même aussi des DU, enfin, je ne sais rien, qui sont nécessaires à la fois au maintien de l'efficience de l'établissement et de l'employabilité du collaborateur, et puis ces besoins urgents liés à la crise sanitaire, par exemple l'AREA, le FNE, enfin, typiquement le ministère du Travail, serait complètement dans son rôle de flécher le FNE sur ces besoins-là. Ah ouais, tout à fait, oui. Ouais, d'accord. Après, on me pose juste une question sur les versements volontaires. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de faire, enfin, je ne sais pas s'il y a un artifice, comme vous êtes quand même assez aguerri sur ces questions-là, si dans l'hypothèse où il y avait un accord de branche, est-ce qu'une entreprise pourrait se désengager de versements volontaires qu'elle aurait fait à l'OPCO, ou est-ce que ça vous paraît quand même être deux… Le versement volontaire Oui, n'a pas de lien avec l'accord de branche. oui, c'est ça. C'est-à-dire que le versement volontaire, c'est une relation directe entre l'entreprise et l'OPCO. L'OPCO définit les conditions des versements volontaires et ce à quoi ça ouvre droit. Et une fois qu'on sait à quelle sauce on va être mangé sur les versements volontaires, on le fait ou on ne le fait pas. C'est vrai que quand on a un accord de branche dans lequel il y a des fonds conventionnels, on voit des OPCO dire pour accéder aux fonds conventionnels, il faut obligatoirement avoir fait un versement volontaire. Ouais, Donc, non, mais là, c'est eux qui refont le lien, vous voyez, entre les deux. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une relation directe. Donc d'ailleurs, d'accord. avant de faire un versement volontaire, je ne saurais trop vous conseiller que ce à quoi vous avez droit et le régime de ces versements volontaires est bien clair. Ouais. Par exemple, dans la réglementation, il n'y a rien qui limite la possibilité d'une entreprise de garder les versements volontaires autant de temps qu'elle le souhaite. Si elle a versé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, elle a toujours ce budget à sa disposition. Bon, il y a des règlements d'OPCO, des décisions de conseil d'administration qui disent si l'entreprise n'a pas utilisé au bout de X délai, ça passe en mutualisation. Elle perd le versement qu'elle a fait elle-même. Donc, faites attention à ce que lorsque vous versez, les conditions de gestion de ces fonds-là vous aient bien été exposées et qu'elles soient claires pour vous et qu'elles vous conviennent. Il faut vraiment faire attention à ça. D'accord, merci beaucoup. Juste 2 dernières questions là, que j'aimerais vous poser parce qu'elles sont importantes. L'une, c'est sur toujours la FEST qui intéressait beaucoup les participants. Est-ce qu'il faut un programme avec la convention de mise à disposition? Il faut à minima, il me semble, alors je ne sais pas si vous avez des éléments que vous pouvez nous transmettre. C'est pas tellement un programme, puisque c'est plus D'accord. comme ça les formations. C'est un objectif et un contenu. C'est-à-dire, et le contenu, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc, en fait, ça revient à la formalisation de la FEST, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont aller faire comme activité, etc. Donc, on va dire quel est l'objectif, les compétences à acquérir. Enfin, c'est un petit tableau, hein, remplir quel est l'objectif, compétences à acquérir. Ça va correspondre à quelles activités que l'on va donner à exercer à la personne, qui va être la personne qui va jouer le rôle de formateur ou de tuteur sur place, qui va accompagner ça et qui est responsable du suivi de cette personne-là. Une responsabilité, hein, j'accueille quelqu'un qui, par définition, n'a pas les compétences et que je vais mettre en situation, j'ai la responsabilité de l'accompagner et de la suivre. Bon, donc, il y a, oui, une formalisation comme une fiche d'action de formation. D'accord. Et à côté, il y a effectivement la convention entre les 2 établissements. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que de faire une convention avec organisme et d'avoir la fiche correspondant à l'action que l'on a fait, quoi. Mais il faut le faire tout seul. Convention dans laquelle on identifie le salarié concerné. Bien sûr. Ok, d'accord. Et la dernière question qui est non des moindres, c'est que vous savez très bien qu'on arrive en cette fin d'année sur le bilan des entretiens professionnels. Bon, là, vous avez écrit sur le sujet, on en a échangé. Très concrètement, là, on a du mal à avoir un point de vue de notre OPCO, un point de vue de la DGEFP qui visiblement ne souhaite pas se prononcer sur cette question en ce qui concerne les formations non obligatoires dans notre secteur. Je ne vous demande pas de répondre de manière exhaustive, non. Mais est-ce que vous pourriez au moins nous donner des indications qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair? Parce qu'à ce jour, on est quand même
sur des choses qui peuvent être carrément contradictoires, Oui. peu satisfaisantes, avec un État qui ne veut pas répondre à cette question. Oui, absolument. Et ce qui n'est pas très Je sport suis de sa désolée. part, parce que à partir du moment où il prévoit un dispositif et derrière avec des sanctions possibles, Je suis d'accord. il devrait au moins donner un petit peu d'éclaircissement sur le mode d'emploi. Alors, il l'a fait en partie, mais sans s'engager beaucoup, dans un document que vous avez peut-être récupéré, qui est un question-réponse sur les entretiens professionnels. Il a fait un petit question-réponse sur les entretiens professionnels qui a dû sortir, je pense, en septembre, et dans lequel il y a deux choses. Je vais vous montrer ça pour terminer. Il y a deux choses qui appellent. Voilà. Ici, vous avez. Alors, ce qui est en rouge et le texte en dessous, c'est l'extrait du question-réponse du ministère. Quelles sont les formations considérées comme obligatoires? Donc, c'est le seul texte officiel que l'on a produit par le ministère qui répond à ça. Et vous voyez qu'il ne se mouille pas beaucoup, puisqu'il dit « Seules les actions rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit dans l'article sont donc concernées. Les autres actions du plan de développement ne sont pas concernées. » Or, dans ce texte, et c'est tout ce qu'on a, donc il faut faire avec. Donc moi, du coup, je fais, là aussi, j'essaie de faire simple. Le texte, il donne deux conditions. Un, et elle est rappelée, celle-ci, par le commentaire du ministère, il faut que la formation soit prévue par un texte légal, réglementaire ou une convention internationale. C'est-à-dire qu'il faut que la formation soit obligatoire en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou d'une convention internationale. Et souvent, pas souvent, oui, il arrive que la deuxième condition soit oubliée. On est quand même, c'est la première d'ailleurs dans le texte, c'est toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'exercer l'activité si je n'ai pas suivi la formation prévue par un texte. Donc, quand vous n'avez pas les deux conditions cumulatives, c'est-à-dire, un, la formation est obligatoire, et deux, si vous ne l'avez pas faite, vous ne pouvez pas exercer l'activité. Eh ben, on n'est pas dans une formation obligatoire. J'ai pris, j'avais repris quelques exemples ici. Ah, super. Vous voyez, quand vous avez, je vais prendre deux exemples, alors, je ne sais pas s'ils collent chez vous, mais vous devez en avoir aussi chez vous, des habilitations électriques. Bon, si je n'ai pas eu la formation et l'habilitation électrique, je n'ai pas le droit d'effectuer ce type de travaux. Donc, on est bien dans une formation obligatoire. C'est prévu par un texte et la sanction, c'est que je n'ai pas le droit. Par contre, si je suis sur une formation santé-sécurité ou une formation geste et posture, elle doit être sur la page suivante, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, geste et posture, elle est en grisé en bas. Ce sont des formations prévues par des textes. Tous les gens qui font des manipulations, des ports de charge, etc., il faut que je les forme. Bon, ok, mais ce texte-là ne me dit pas les gens qui n'ont pas été formés n'ont pas le droit d'exercer l'activité. Donc, ce n'est pas une formation obligatoire. Et c'est là qu'on a une subtilité, si vous voulez, qui peut faire que les gens se mélangent un peu les pinceaux. Une formation peut être une obligation pour l'employeur sans être pour autant une formation obligatoire au sens du Code du travail. C'est ça qui n'est peut-être pas toujours évident. Mais si je n'ai pas formé quelqu'un au geste et posture et que cette personne se blesse en manipulant quelqu'un ou blesse la personne, ma responsabilité d'employeur est engagée, pas de problème. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut, je vais confier une activité à laquelle je ne l'ai pas préparée. Mais par contre, elle n'est pas interdite d'exercer cette activité si je ne l'ai pas préparée. Ce n'est pas ce que prévoient les textes. D'accord. Voilà. Alors, il faudrait faire ce travail-là systématiquement. Vous voyez, les conducteurs, par exemple, les conducteurs, si leur formation n'a pas été resuivie de manière régulière, ils n'ont plus le droit de conduire. Donc là, c'est clair. Je ne peux pas passer outre ça, c'est bien une formation obligatoire. Et du coup, il y a beaucoup plus de formations non obligatoires que de formations obligatoires. Donc déjà, il ne faut pas s'emballer sur la définition de la formation obligatoire. Alors, par exemple, je ne l'ai pas relevé, mais je le dis parce que si jamais vos adhérents vont voir le question-réponse auquel je fais référence, si vous voulez, je vous l'enverrai. Il est dit aussi que, bon,
si on n'a pas fait tout ce qu'il faut sur le premier bilan à 6 ans, les sanctions sont applicables dès 2021. Mais il est précisé, dire, j'aurais dû vous mettre le texte, enfin vous le retrouverez. Il est dit, pour les versements de pénalité, les 3 000 €, il faut que ce soit fait avant le 1er mars parce que c'est dû dans le cadre des obligations de formation. Alors ça, création pure, ça sort de nulle part. Hein. Il n'y a plus de date dans le code de 28 février. Il y a une obligation avec des échéances que l'on a d'ailleurs revues récemment. Donc, il n'y a pas de délai à payer au 1er mars particulièrement. Potentiellement, c'est dû dès le 1er janvier, puisque si je n'ai pas fait ce qu'il faut. Mais après, je peux avoir le temps. Et moi, j'invite les établissements à faire la chose suivante. Sur les entretiens et sur les formations, sur les entretiens, regardez si au cours des 6 ans, vous n'avez pas tenu des entretiens individuels, quelle que soit leur appellation, qui ne s'appelle pas forcément entretien professionnel, etc., mais dans lequel la question de la compétence, la question des projets a été abordée, etc. Et regardez, en gros, si vous ne pouvez pas valider tout ce que vous avez fait en process RH comme entretien, premier niveau. Et puis après, si les gens, effectivement, ont suivi une formation ou pas. Si ils ont suivi si vous trouvez qu'ils n'ont pas suivi d'entretien, en tout cas, vous ne trouvez rien sur entretien et sur formation, la question après, c'est est-ce qu'on ne trouve pas parce qu'on ne l'a pas tracé ou est-ce qu'on ne trouve pas parce que ça ne s'est pas fait? Parce que si vous considérez que ça s'est fait mais que vous ne savez plus très bien le prouver, la pénalité n'est pas due. C'est juste le temps d'aller chercher la preuve. Et je vous dis ça parce que pour une entreprise, il va y avoir une difficulté. Si vous commencez à payer, admettons que vous soyez un établissement, je ne sais pas, il y a 300 salariés ou 250, si vous commencez à payer pour quelques-uns la pénalité, ben ça veut dire que tout le monde peut se poser la question, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et qu'il faut que vous soyez très très clair sur les critères que vous avez utilisés. Si vous dites, écoutez, on en a très peu, c'est vraiment parce qu'il peut y avoir des cas où on a tout raté avec les personnes, on n'a strictement rien fait, on le sait, et d'autres, on pense qu'on a fait les trucs, mais on a du mal à trouver les éléments probants. Faites attention à ne pas être excessif dans la manière de vous pénaliser parce que, comment dire, vous pourriez, ou ça pourrait vous porter préjudice à vous-même, quoi. Enfin, moi, ma recommandation, ce serait ne soyez pas très maximaliste dans un premier temps. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec plaisir, pardon, on a un peu dépassé le temps. Parce que je suis obligée de clôturer malheureusement, parce que c'est vraiment très intéressant. Du coup, dans vos slides, on peut trouver la réponse aux questions. Vous enverrez ce petit document. Ouais, bien posées. En particulier, est-ce que la formation incendie, la FGSU sont obligatoires ou non obligatoires? Ça, on peut trouver la réponse. La formation incendie, c'est clair. Hein, puis la FGSU, je crois que c'est pareil. Les gens ne sont pas interdits de travailler si on ne l'a pas fait. Voilà. Voilà. Okay. Donc, du coup, c'est pas… un des deux critères manque. Oui, c'est prévu par un texte, pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Si ce texte ne dit pas, bah, si les gens n'ont pas fait ça, vous n'avez pas le droit de les mettre en situation, comme c'est le cas, par exemple, pour des gens qui travaillent dans des services d'incendie, là, c'est pas pareil. Bah, du coup, la formation, elle n'est pas obligatoire, au sens légal du terme. Voilà. D'accord. Très clair. Merci vraiment beaucoup pour ce décryptage de la Fabienne. Sur les sujets formation et apprentissage, c'est toujours passionnant. Donc, on doit clôturer. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, ou du moins à la majorité d'entre elles, tout en sachant qu'évidemment, le pôle social est à votre disposition pour répondre ou faire le lien avec Jean-Pierre si nécessaire. Merci énormément, Jean-Pierre. Avec plaisir. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.